Imaginons un instant être coincé dans un labyrinthe, mais alors pas un labyrinthe normal avec des murs en pierre, hein. Ouais, un truc un peu plus vicieux. Carrément plus vicieux, oui. Un endroit où les murs bougent constamment, où les repères changent d'une minute à l'autre, et avec une voix omniprésente, qui chuchote en boucle que si on est perdu, c'est de notre propre faute. Ah oui, c'est la double peine. C'est ça. Et au bout d'un moment, la personne qui est prisonnière là-dedans, elle cherche même plus la sortie en fait. Elle commence juste à douter de sa propre perception, de sa santé mentale, quoi. Elle devient folle, littéralement. Voilà. Et cette image mentale, elle illustre parfaitement ce que décrivent les survivants d'une relation avec ce qu'on appelle un pervers narcissique ou un PN. C'est une métaphore très juste, oui. Et le but de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de fournir une sorte de manuel de survie pratique et intellectuel. Exactement. Un guide d'évasion en quelque sorte. Exactement. On a rassemblé des trucs hyper solides. On a les travaux de psychanalystes comme Pascal Kuderk ou Paul-Claude Racamier. On a des conseils de praticiennes de terrain comme Julie Arcoulin et même des protocoles de la clinique et santé. Sans oublier les textes de loi français et les ressources d'associations comme Elles Imagim, qui sont cruciales. Tout à fait. Donc la mission, c'est de comprendre l'anatomie de ce prédateur, comment lui échapper et surtout comment se reconstruire après, parce que c'est possible. Mais avant d'aller plus loin, faut qu'on pose le cadre. Ouais, le cadre, c'est fondamental. Les sources sont unanimes. Dès le départ, faut vraiment séparer ça des problèmes de couple habituels. Genre les disputes sur qui descendent les poubelles, quoi. Bah oui. Ou même une incompatibilité de caractère, un manque de communication. Là, on parle pas de ça du tout. C'est pas un conflit, c'est une dynamique de destruction pure. Une destruction unilatérale, en fait. C'est exactement le mot. C'est une forme de vampirisme psychologique. Il y a une personne qui vampirise l'autre. Et pour désamorcer ça, il faut comprendre l'ingénierie du piège. C'est clair. Et d'ailleurs, l'origine du mot donne un indice énorme, le mot pervertir. Ah oui, du latin perverter. C'est ça. Ça veut dire littéralement mettre sens dessus-dessous. Et c'est exactement ce que décrivent les témoignages. Un renversement total de la réalité. Et c'est là que les travaux de Paul-Claude Racamier sont fascinants. Il a théorisé le concept dès 1986, hein. Et il dit pas que le pervers narcissique est juste un peu égoïste. Non, ça va beaucoup plus loin. Carrément. Il le définit comme quelqu'un qui a une organisation psychique dont le seul but, c'est de se mettre à l'abri de ses propres conflits internes. En gros, il fuit sa propre douleur. Voilà. Et pour faire ça, il utilise l'autre. Mais attention, le terme clinique est glaçant. Il utilise l'autre comme un ustensile. Un ustensile. C'est horrible quand on y pense. C'est d'une froideur absolue. L'autre n'est pas un humain, c'est un faire-valoir. C'est une poubelle émotionnelle, en fait. Le mot qui revient tout le temps dans la littérature qu'on a consultée, c'est le concept de la coque vide. Le fameux narcisse, ouais. Voilà. Le PN, il n'a pas de substance, il n'a pas d'identité solide à l'intérieur. Et à cause de ce vide, il a un besoin, mais un besoin vital, de se voir dans le regard de l'autre. Comme un miroir, quoi. Et avec ça, les sources soulignent un truc effrayant, c'est le manque total d'empathie. Il y a une banalisation du mal couplée à une intelligence machiavélique. Genre, des vengeances préparées à froid pendant des années, hein. Oui, sans l'ombre d'un remords. Mais face à cette idée de coque vide, ça soulève une question. Ah, je crois que j'ai la même. Moi, ça m'a fait penser à un trou noir dans l'espace. Wesh, l'analogie est bonne. Un trou noir, ça n'émet pas de lumière. Ça aspire tout ce qui passe à proximité. Mais la contradiction, elle est là. Si c'est un vide absolu, incapable d'empathie, pourquoi les gens s'en approchent? On marche pas volontairement dans un trou noir, hein. C'est vrai. Comment un prédateur aussi vide arrive à paraître super charmant, passionné, presque parfait au début de la relation? Et c'est là qu'intervient ce que la psychanalyse appelle le faux self, le faux soi, si tu préfères. C'est un masque, quoi. Exactement. Comme il ressent pas d'émotions profondes, il les mime. Il a l'acuité d'un acteur de génie, il scanne les failles et les désirs de sa proie. Donc s'il voit que la personne cherche quelqu'un de protecteur, il joue le protecteur. À la perfection. Mais c'est purement utilitaire, parce qu'il a besoin de son carburant. Et ce carburant, on est d'accord, c'est la réaction émotionnelle. Absolument. C'est sa drogue. Au début, c'est l'admiration, les étoiles dans les yeux. Et plus tard, c'est les larmes, la terreur, la colère. La justification désespérée aussi. Oui, n'importe quelle émotion arrachée à l'autre lui donne l'illusion d'exister et d'avoir du pouvoir. Mais du coup, si l'émotion, c'est son carburant, ça pose un problème énorme pour la victime, parce que fuir physiquement, c'est pas toujours possible tout de suite. Souvent, c'est même impossible dans l'immédiat. Il y a les enfants en coparentalité, la boîte partagée, un lien hiérarchique au boulot, donc comment on fait sur place? Et c'est là que les protocoles parlent d'une méthode
hyper intrigante, le rocher gris. Le fameux Grey Rock en anglais, ouais. C'est ça. Le but, c'est pas d'attaquer, c'est d'affamer le trou noir. Faut lui couper les vivres émotionnels, tout simplement. Mais concrètement, devenir un rocher gris, c'est quoi? C'est modifier son comportement pour devenir l'objet le plus inintéressant du monde. Un caillou gris sur la route, ça capte pas le regard. C'est clair. Cliniquement, ça demande une discipline de faire. Il faut faire des réponses squelettiques. Oui, non, je sais pas. Aucune inflexion dans la voix, un langage corporel totalement neutre. Et pour les conversations? Que des banalités. La météo, les horaires. Et la règle d'or, c'est de ne jamais donner d'informations personnelles. Plus rien sur ses peurs, ses joies, sa fatigue. Rien. D'ailleurs, les sources donnent un exemple super concret, souvent par texto. Le manipulateur, il va envoyer une pique, genre j'ai vu que tu partais en vacances. T'as de l'argent pour ça, mais tu refuses de payer le judo du petit. C'est pathétique. La provocation classique. Ouais. Et le réflexe naturel, c'est de bondir, de se justifier, de sortir les relevés de compte pour prouver qu'on a payé, enfin bref. Mais en mode rocher gris, la réponse, c'est juste les enfants seront prêts à 18h vendredi. C'est chirurgical. Et s'il relance, on répète la même phrase. Exactement la même. Et là, j'ai une vraie objection, parce que ça semble hyper contre-intuitif. Ignorer quelqu'un de toxique comme ça, lui couper sa drogue d'un coup, ça va pas juste le mettre en rage. C'est presque une provocation par le silence, non? C'est une excellente remarque. Et c'est effectivement un phénomène très bien documenté cliniquement. Ça s'appelle la phase d'escalade. Ah, l'escalade, d'accord. Oui. Parce qu'en privant le PN de son shoot narcissique, on provoque chez lui une vraie rage ou une panique. Il va tester toutes les fréquences pour voir ce qui fait craquer la victime. Il va devenir plus vicieux, quoi. Plus vicieux, oui. Ou alors il va soudainement rejouer le faux self des débuts, en mode tendre, repentant, pour brouiller les pistes. C'est le moment le plus dangereux, j'imagine. C'est critique. Parce que si la personne tient bon pendant des semaines, mais finit par exploser de colère un soir, le prédateur enregistre un truc terrible. Il se dit, ah, il suffit d'insister un peu plus. Exactement. Il a compris qu'il faut juste frapper plus fort pour avoir sa dose. C'est pour ça que le rocher gris, attention, c'est pas une arme offensive, c'est un bouclier de survie temporaire. Un pont, en fait, pas une destination. L'objectif final, ça reste l'évasion. L'extraction pure et simple. Et en lisant le plan d'action de Pascal Couderc, j'avais l'impression de lire le script d'un film de braquage, genre Ocean's 11. C'est un peu ça, oui. Une opération clandestine. On lit qu'on quitte pas un PN sur un coup de tête, après une dispute. Faut tout préparer dans l'ombre. Prendre conseil en secret, observer, ouvrir un autre compte bancaire, mettre ses papiers à l'abri. Et surtout, maintenir une façade de normalité absolue pendant ce temps-là. C'est dingue. Et la règle absolue, l'erreur fatale à ne pas commettre, c'est d'annoncer son départ à l'avance. Jamais, sous aucun prétexte. Parce que si la victime annonce son départ, le PN déploie ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration, il fait de fausses promesses, du chantage. Et si le contrôle psychologique marche plus, c'est là que ça devient dangereux physiquement, non? Tout à fait. Pour lui, perdre le contrôle, c'est une menace d'anéantissement de son propre ego. Donc la violence physique devient la seule option pour reprendre le dessus. C'est pour ça que le bouclier légal doit prendre le relais. Justement, le cadre légal en France a pas mal évolué d'après les ressources de l'association Elles Imaginent. La loi a fait des bonds énormes pour reconnaître la violence psychologique, ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Ouais, par exemple, on n'a plus besoin d'un certificat médical avec des jours d'ITT pour déposer une main courante ou porter plainte. Et la règle par défaut maintenant, c'est l'éviction de l'auteur des violences du domicile conjugal. C'est capital. La victime n'a plus à s'enfuir de chez elle avec les enfants sous le bras. Et il y a les numéros d'urgence, le 17, le 3919, l'ordonnance de protection, le fameux téléphone grave danger. C'est rassurant de voir que la justice s'adapte. Il y a un point juridique qui m'a marqué, c'est la fin de la médiation pénale dans ces cas-là. Ah oui, c'est une avancée majeure. Avant, on forçait les gens à s'asseoir autour d'une table pour faire des compromis. Ce qui est absurde avec un prédateur. Totalement. C'est une aberration. On ne demande pas à une proie de négocier avec son prédateur. Ça lui donnait juste une tribune officielle pour continuer son emprise. Aujourd'hui, la loi le reconnaît. C'est une victoire. Mais bon, s'échapper, poser le cadre légal, c'est une chose. Le problème, c'est quand il y a des enfants au milieu de ce champ de bataille. Le PN va s'en servir comme des armes par procuration. Les enfants deviennent des extensions pour continuer à frapper l'ex-conjoint, malheureusement. C'est terrible. Et c'est là que les méthodes de Julie Arcouline interviennent. Son approche pour contrer la manipulation parentale est brillante, je trouve. Oui, elle mise tout sur le développement de l'esprit critique de l'enfant. C'est ça. Au lieu de rentrer dans une guerre où on dit ton père est un menteur ou ta mère dit n'importe quoi, ce qui créerait un conflit de loyauté insupportable pour le gamin. Bah oui, l'enfant peut pas choisir entre ses deux parents. Donc, elle utilise le questionnement. Si le gamin répète un mensonge du PN, le parent sain demande « Et toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? T'en penses quoi, au fond ?»
C'est la méthode socratique. On ne lui donne pas la vérité toute cuite, on force son cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Il devient imperméable aux suggestions. C'est malin. Et il y a un autre axe, c'est de redonner le choix. Parce qu'avec un tyran, l'enfant apprend à s'effacer pour survivre. Il gomme ses envies pour éviter les explosions de rage, exactement. Du coup, Arcolin conseille de les faire choisir sur des trucs minuscules. Tu veux la pomme ou la banane, le t-shirt rouge ou le bleu, pour les reconnecter à leurs propres désirs. Et c'est fondamental, tout comme le fait de ne jamais banaliser la violence. Le parent sain ne doit jamais dire des phrases complices comme « Ah, tu sais comment il est » ou « Elle est juste un peu fatiguée ». Ça, c'est le pire. Ça détruit la boussole morale de l'enfant. Faut nommer les choses. Dire ce qui s'est passé n'est pas normal, point. S'il voit de la violence et qu'on lui dit que c'est de l'amour, il va intégrer cette dissonance. C'est le meilleur moyen d'en faire une future proie ou un prédateur lui-même. Ouais, ça fait froid dans le dos. Par contre, sur l'éducation au sein du foyer sain, j'ai vu un truc hyper paradoxal dans les sources. Vas-y, je t'écoute. On pourrait se dire que le parent sain, vu que l'enfant subit la dictature chez le PN, il voudrait compenser en étant ultra cool, ultra permissif à la maison pour le laisser respirer, quoi. C'est l'instinct naturel, oui. Mais non, toutes les cliniques disent l'inverse. Faut imposer des cadres très stricts, des routines visuelles, des plannings sur le frigo. Pourquoi rajouter des règles? Parce que c'est lié à l'état d'hypervigilance de l'enfant. Chez le PN, tout est chaotique et arbitraire. Un truc autorisé le lundi vaut une punition le mardi. À l'imprévisibilité totale. Voilà. Le système nerveux du gamin était épuisé. S'il arrive chez le parent sain et qu'il n'y a aucune règle, au nom de la liberté, son cerveau interprète ça comme du chaos supplémentaire. Il se dit « Mince, il n'y a pas de pilote dans l'avion ». D'accord. Donc la routine stricte, c'est en fait hyper sécurisant. C'est la preuve physique que l'environnement est stable. Et c'est seulement avec un cadre fixe qu'il peut baisser la garde. Baisser la garde, ça fait une transition parfaite vers la suite. Parce qu'une fois qu'on a fui, que la loi nous protège, que les enfants ont un cadre, le cauchemar logistique est fini. Mais, le poison psychologique est toujours là. exactement. Et là, c'est la reconstruction. Et l'image qui m'est venue en lisant les 5 étapes de la clinique e-santé, c'est l'accident de décompression en plongée sous-marine. Ah, l'analogie redoutable. Bah oui, la victime a vécu sous une pression écrasante dans les abysses pendant des années. Elle remonte à la surface et bouh! Psychologiquement, l'absence soudaine de terreur provoque des crises d'angoisse. C'est le stress post-traumatique complexe, tout simplement. Le corps est à l'abri, mais le cerveau reptilien continue de chercher d'où va venir le coup. Et donc, la clinique propose un parcours en 5 étapes. La première, c'est de reconnaître son statut de victime sans honte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est remettre la vérité factuelle au centre. Et ensuite, il faut soigner ce qu'on appelle les blessures d'ego. Parce que le PN n'a pas piraté le cerveau par magie, il a utilisé des failles qui étaient déjà là. Des blessures de rejet, d'abandon, souvent liées à l'enfance. C'est là que les thérapies entrent en jeu, comme l'hypnose ou les MDR. Le MDR est hyper recommandé pour retraiter le trauma, ouais. Ça permet de repenser au prédateur sans déclencher l'alarme du système nerveux. Mais il y a un autre outil mentionné qui m'a un peu braqué, pour être honnête. Ah bon? Lequel? La communication non violente, la fameuse CNV. Les sources disent qu'il faut apprendre la CNV pour sortir du schéma proie-prédateur. Et ça te paraît naïf? Un peu, ouais. Face à un prédateur impitoyable, utiliser des formules genre je ressens de la tristesse quand tu dis ça », c'est pas lui donner des munitions de se mettre à nu comme ça. C'est une réaction très commune, je te rassure, mais c'est un malentendu sur le but de la CNV dans ce contexte. Ah bon? Oui, le but, c'est absolument pas d'utiliser la CNV avec le pervers narcissique. C'est pour recabler le cerveau de la victime elle-même. Ok, je commence à comprendre. Pendant des années, la personne a fonctionné en mode survie. Se justifier tout le temps, anticiper les reproches, être sur la défensive. Ça devient un réflexe, même avec des gens normaux ensuite. Donc la CNV sert à désamorcer ce réflexe interne. Exactement. C'est une armature interne. Ça permet d'identifier ses limites. Au lieu de se justifier face à une pique, on exprime son besoin. On pose la limite, et si la limite est franchie, on ferme la porte, point. C'est pas un traité de paix avec le PN, c'est de l'hygiène relationnelle pour le futur. Pour être capable d'aimer à nouveau, en fait. Ce qui nous amène à cette fameuse dernière étape, apprivoiser le changement. Et le syndrome de la relation saine qui paraît trop belle pour être vraie. Ah ça, c'est déchirant en clinique. Quand la victime rencontre enfin quelqu'un de sain et bienveillant, son cerveau abîmé hurle au danger. La gentillesse est perçue comme un piège, le calme comme le silence avant la tempête. Le travail, c'est de réapprendre à son propre système nerveux que la douceur n'est pas une arme.
C'est magnifique, mais c'est un boulot de titan. Et les nouvelles fondations, une fois reconstruites, elles sont inébranlables, parce qu'elles sont basées sur une vraie lucidité. C'est super fort. En fait, si on résume un peu tout ce chemin qu'on vient de parcourir, on commence par comprendre l'anatomie de cette coquille vide. On applique le rocher gris pour survivre à la phase de sevrage et d'escalade. On orchestre une évasion secrète, protégée par la loi et les ordonnances. On sécurise la tête des enfants en remettant des cadres et en stimulant leur esprit critique. Et enfin, on passe par ce long processus de décompression, de MDR et de CNV pour réapprendre à vivre. C'est vraiment une épopée. C'est un calvaire d'une violence inouïe, oui. Mais en mettant tout ça en perspective, les sources cliniques révèlent une vérité presque provocatrice, pour conclure. Ah oui, laquelle? La trajectoire de la victime est douloureuse, mais elle est dynamique. Elle s'échappe, elle guérit, elle pleure, elle évolue, elle aime à nouveau. Le pervers narcissique, par définition clinique, il est statique. Il ne peut pas changer en fait. Jamais. Il est organiquement incapable d'introspection ou d'empathie, incapable de ressentir la vraie joie s'il ne la vole pas à quelqu'un. Donc, on peut se demander, la plus grande tragédie de cette histoire, au final, c'est pas la sienne. Ouf, c'est une réflexion vertigineuse. La victime trouvera la sortie du labyrinthe. Le prédateur, lui, il restera prisonnier à perpétuité de son propre vide. Il va errer dans un palais de miroirs sans jamais pouvoir y trouver une âme, même pas la sienne. Et c'est sur cette pensée assez profonde qu'on va laisser tous ceux qui nous écoutent réfléchir. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on a analysé aujourd'hui.